Donc maintenant, place à une table ronde sur l'IA et les neurosciences, pour laquelle je cède le micro à ma consoeur, journaliste à l'opinion, Stéphanie Roy. Bonjour à tous, bienvenue, revenez parmi nous pour parler d'un sujet qui nourrit pas mal de fantasmes, l'intelligence artificielle, générative, les neurosciences. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Est-ce qu'on va avoir des pilotes qui vont pouvoir par la pensée sortir le train d'atterrissage sans sortir un bouton? On ne sait pas, on n'y est peut-être pas encore. L'objectif de cette table ronde, c'est d'apporter justement un peu de concret sur tous ces sujets qui bouillonnent avec nos 5 intervenants. Merci beaucoup à tous les 5 d'ores et déjà d'être avec nous pour nous apporter ces éclairages. Marc Baumgartner, vous êtes coordinateur IFATCA. IFATCA, c'est la fédération, l'organisme international qui fédère les associations professionnelles des contrôleurs aériens. Ludovic Berliou, vous êtes Head of Aerospace France chez AXA XL. Thomas Bessières, vous êtes le président fondateur de la société Infact, et on verra plus tard ce que vous faites. Clarisse Pamiès, vous êtes également donc fondatrice, dirigeante, Domain Neurotechnologie, et Xavier Dejabrin, vous étiez là, VP Insurance Risk Management chez Thales Group. Un grand merci donc à tous les 5 pour parler de ce sujet passionnant. Un premier mot d'abord avec vous, Ludovic Berliou. AXA XL accompagne donc notamment les compagnies aériennes, les constructeurs, les contrôleurs aériens, l'aviation civile et aérospatiale. Vous avez une branche, une entité, AXA Research Fund, qui porte des travaux de recherche en partenariat avec l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un aperçu de la teneur des projets de recherche qui sont développés là-bas en matière de neurosciences? Merci beaucoup Stéphanie. Voilà, donc avec Thomas ici présent, nous sommes honorés de passer ces quelques instants avec vous. Peut-être pour recadrer Stéphanie tout d'abord, hein, je pense que le transport aérien peut légitimement être très fier, et tout l'écosystème, d'être sans doute une des industries qui, sur les 50 voire les 60 dernières années, a fait le plus de progrès en termes de sécurité. En effet, sans vous assommer de chiffres, hein, on peut dire que le taux d'accident a été divisé par 100 et qu'aujourd'hui, Christophe tout à l'heure mentionnait 4 milliards, bientôt 5, pourquoi pas 6, de passagers transportés dans le monde. On est une industrie qui sommes le moyen le plus sûr de transport aujourd'hui dans ce monde mondialisé. Alors après, notre challenge, c'est toujours d'aller de l'avant et d'accompagner l'industrie qui évolue dans le futur. Et c'est sous cet angle-là, justement, qu'en tant qu'assureur, certes, avec la mission de protéger nos assurés, et en l'occurrence le client final pour le transport aérien, néanmoins, nous participons aussi à des projets pour, prévenir les risques futurs. Et c'est sous cet angle-là que l'une des sociétés du groupe AXA Research Fund, effectivement, a une vocation, caritative, d'accompagnement d'un certain nombre de projets. Et ce qui nous a unis dernièrement, c'est, voire sur les 10 dernières années, hein, c'est accompagner le professeur Frédéric Dehaye, dont Thomas est un des élèves, fondateur d'une start-up au demeurant, sur cette thématique de la neuroscience dont il va nous parler tout à l'heure. Voilà, mais c'est sous cet angle-là, je dirais, un peu de parrainage au sens large de la sécurité aérienne que nous sommes heureux d'intervenir aujourd'hui. Ça, c'est la contextualisation. On comprend pourquoi, en tant qu'assureur pour AXA XL, c'est important d'être partie prenante de ces travaux de recherche, dans ce souci de prévention, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez quelques exemples d'application de ces recherches dans l'aérien, notamment, qui est le sujet qui nous occupe ? Effectivement, je dirais que pour faire le lien direct avec ce sujet, on se rend compte de l'importance de la notion de pilote. C'est un peu une tautologie, mais voilà, la majorité des accidents ces dernières années concernent néanmoins une défaillance à un moment donné du facteur humain, là où, à contrario, hein, pour vous situer dans les années 50 ou 60, on était vraiment sur des aspects très liés à la machine ou au moteur.
Et particulièrement au moment où l'industrie, sur les 15-20 prochaines années, va se doter sans doute de nouvelles cellules, très certainement de nouveaux moteurs, dans le cadre plus général de la décarbonisation. On constate que le rôle central du pilote va être de plus en plus important face à des systèmes de plus en plus complexes. Une agglomération de systèmes de plus en plus complexes et traités par informatique, d'où l'intérêt d'avoir l'IA au sens de puissance de calcul, je dirais vraiment voilà, des capacités d'aide et d'accompagnement au pilote, dans un moment qui nous intéresse particulièrement, qui est, je dirais, le moment de tension ou de stress face à un événement imprévu. On constate aussi que finalement, avec la réduction permanente que j'évoquais tout à l'heure du nombre d'accidents ou du taux d'accidents par le million d'heures de vol, on a tendance de plus en plus à se trouver devant des cas improbables dont on n'a pas eu l'expérience passée et où qu'on n'a pas pu modéliser et donc où on n'a pas pu entraîner en amont les pilotes. Et je dirais que c'est là tout l'intérêt d'accompagner ces travaux, c'est pour faire le pont à un moment donné entre le pilote, l'événement imprévu et ce qui nous intéresse tous comme passagers, avant d'être assureurs, la réaction et la combinaison gagnante homme-machine pour faire face à l'imprévu. Alors Xavier Dejabrin, chez Thales aussi, les expérimentations sont en cours pour développer quelles solutions ? C'est des objectifs, j'imagine, qui se recoupent un petit peu avec ceux de Ludovic Berliou. Oui, très clairement. Chez Thales, nous sommes spécialisés dans les senseurs, les capteurs d'information, la transmission sécurisée d'informations, l'analyse des données et puis l'aide à la prise de décision. Alors, les neurosciences et l'IA sont pour nous un enjeu majeur. On a un projet d'accélération interne de ces sujets qu'on appelle Cortex, ça se termine AIX à la fin. L'idée, c'est d'augmenter l'efficience de nos solutions, de la formation des pilotes, par exemple, à la planification des opérations et aussi à la conduite des opérations aériennes. Et pour aller tout de suite sur un exemple concret, sur la formation, Thales fait des simulateurs depuis des années, en particulier des grosses boules montées sur vérin, où vous avez un pilote et son copilote, et on a une solution en développement qui s'appelle Évidence, qui va faire la preuve de la bonne ou mauvaise réaction des pilotes face à une panne. On va par exemple analyser leur discours, et une bonne réaction, un bon échange d'informations entre pilote et copilote va donner immédiatement de façon automatique une bonne note. L'absence d'une information qui aurait dû être échangée va donner immédiatement une mauvaise note. Ou alors on va analyser leur regard et s'ils portent tous les deux simultanément leurs yeux sur un écran, il va y avoir une mauvaise note parce qu'un des deux est quand même censé regarder à l'extérieur en permanence. Donc là on a une solution qui allie IA et neurosciences à utilité immédiate. C'est très concret. Hein, donc c'est des solutions. La formation des pilotes, on l'a compris, c'est un axe très fort de vos travaux de recherche. Justement, Thomas Bessières, ça fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez chez INFAC. Vous développez des outils, des solutions en ce sens. Lesquels ? Oui, en effet, comme l'a rappelé Ludovic, le facteur humain reste encore la partie de la sécurité des vols qu'on peut largement améliorer. Nous, ce qu'on propose avec INFAC, aux compagnies aériennes, centres de formation et écoles de formation, c'est des moyens de mieux évaluer, mieux caractériser les compétences des pilotes tout au long de leur vie, en fait, de la formation initiale jusqu'à leur vie en opération, et de proposer de la formation adaptative. Donc là, aujourd'hui, si je caricature un petit peu, la formation des pilotes, c'est un peu toute la même pour tous les pilotes qui doivent aller en simulateur tous les 6 mois, faire un certain nombre de scénarios. Mais grâce aux solutions qu'on propose, on va récolter toutes les données qu'on peut analyser des opérations en vol, donc de ce qui se passe en vol, de ce qui s'est passé dans les précédents simulateurs il y a 6 mois ou il y a 12 mois. Et toutes ces données-là vont nous permettre d'identifier ou de caractériser un profil pilote et d'adapter la séance de simulateur. Donc là, on va passer d'une formation qui est, on va dire, standard pour tout le monde, à quelque chose de beaucoup plus individualisé, personnalisé, ce qui veut dire qu'on va en fait prendre en compte le fait que les humains sont différents, on a des forces et des faiblesses, et en fait, ça paraît assez logique quand on le dit comme ça, mais la mise en œuvre, elle est complexe pour les compagnies aériennes, mais on facilite cette formation personnalisée et individualisée, et on
facilite aussi la caractérisation des compétences pilotes. Donc, quel défaut de compétences en communication, en gestion de la charge de travail, toutes ces choses qui sont un peu aujourd'hui assez subjectives, on va aider les compagnies aériennes à mieux identifier et objectiver pour adapter la formation. Est-ce que ça leur permet aussi parfois d'avoir des combinaisons plus pertinentes en termes de complémentarité, si je pense à ce que vous disiez, Xavier Dejabrin? Complètement, en fait, complètement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de s'appuyer sur les données de la formation, mais aussi les données provenant d'un système qui fonctionne bien aujourd'hui dans les compagnies aériennes, qui est le Safety Management System, où là on récolte toutes les données de tous les vols pour identifier peut-être des signaux faibles en fait dans des défauts dans la compétence d'un pilote, et ça va venir nourrir en fait le profiling et la formation adaptative qui en suit. J'ai envie de continuer avec vous, Clarisse Pamiès, avec la même question, parce que je sais que c'est souvent complémentaire. On vient un peu piocher, quand on est compagnie aérienne, constructeur, chez chacun de vous des applications. Chez Omind Neurotechnologies, qu'est-ce que vous proposez, vous, justement? Alors en fait, on va proposer un peu la même chose que Thomas, mais pour tous les gens qui sont en dehors du cockpit, c'est-à-dire les équipes, les gens qui prennent des décisions. Alors nous, on travaille exclusivement dans le monde de l'entreprise, mais bien au-delà de l'aérien. On travaille dans l'assurance, on travaille dans le secteur bancaire, chez Accenture, enfin dans beaucoup de grandes entreprises qui vont former leurs directeurs, leurs managers à un peu mieux utiliser tout ce qui se passe entre leurs deux oreilles. Et on sait qu'on en a besoin aujourd'hui parce que le monde est plus complexe, on doit effectivement interagir avec des outils, on doit apprendre un peu plus à utiliser l'intelligence émotionnelle dans nos relations, dans notre management, dans la vente, voilà. Et donc tout ça, en fait, on utilise des solutions gamifiées qu'on a créées, qui sont d'eux-mêmes traduites de la recherche. On a fait des petits jeux, des petites scénettes dans lesquelles on joue et on en sort des scores sur lesquels la personne peut avoir un peu accès à ses mécaniques, ses modes de fonctionnement. Et après, c'est génial parce qu'effectivement, on peut aussi faire de manière adaptative des programmes de formation, et c'est ce qu'on fait pour les aider à s'entraîner. Et tout le monde n'a pas le même besoin, on n'aura pas tous la même manière d'interagir avec les autres, et du coup, pour certains d'entre nous, il va falloir travailler plutôt l'empathie, pour d'autres, c'est plutôt la gestion de ses propres émotions ou des choses plus cognitives. Donc voilà, c'est ce que permettent toutes ces solutions qui aujourd'hui ont vraiment un impact ultra démontré. Que nous, nos concurrents concrètement, c'est des gens qui font des formations en management ou en leadership un peu classiques, ou du coaching par exemple, et on sait qu'aujourd'hui, faire ça avec de la technologie en plus, outre le fait que c'est quand même vachement plus sympa, parce que on renouvelle un peu cette expérience, on va beaucoup plus près du métier, mais on sait aussi que ça crée un impact extrêmement puissant sur les apprentissages. En fait, nous on mesure avant-après, parce qu'en plus c'est mesurable, 35% d'amélioration sur les scores qu'on cherche à faire évoluer. Donc c'est vraiment, d'un point de vue capacité aussi à quantifier notre impact, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est effectivement très important, donc à travers la gamification, une approche plutôt, donc une analyse comportementale, 35%. Chez Infact, vous avez aussi une possibilité de quantifier le bénéfice de vos solutions? Oui, alors nous on a plusieurs moyens, comme on développe deux grandes solutions chez Infact, ce qu'on appelle le Training Management System, qui est vraiment toute la solution permettant de gérer tous les aspects de la formation dans les compagnies aériennes, que ce soit pour les pilotes, mais aussi les personnels sols, les cabines crew, etc. Et le Safety Management System, donc toute l'analyse de risque liée au taux d'occurrence qu'il peut y avoir sur des événements ou des presque événements. Et en fait, en améliorant la formation, on arrive à aujourd'hui personnaliser à peu près 40% de la formation, alors qu'avant c'était 0%. On observe par ce biais-là des réductions d'occurrence en opération qui sont mesurables et qui aujourd'hui trouvent des effets assez positifs pour les compagnies aériennes. Et nos clients compagnies aériennes s'en servent aussi de cette formation adaptative pour améliorer la sécurité, qui est l'enjeu principal, mais aussi l'efficacité de la compagnie aérienne, puisque quand on parle d'efficacité dans l'action de pilotage, ça va être faire des vols plus efficients, prendre des meilleures trajectoires, prendre des meilleures décisions qui permettent de réduire la consommation de fuel. Et bien là-dessus, aujourd'hui, on revoit aussi des impacts sur les économies de carburant que peuvent faire nos clients par rapport à cette formation adaptative, et c'est des impacts majeurs aujourd'hui. Effectivement, on reviendra un petit peu sur cet autre axe, qu'il n'y a pas
effectivement, il n'y a pas que la formation, on optimise aussi les vols, les missions. Marc Baumgartner, on a beaucoup parlé de la formation des pilotes, mais il y a aussi celle des contrôleurs aériens, hein, parce qu'on a un petit peu besoin qu'ils fassent bien leur job aussi, hein, c'est tout ce qu'on souhaite quand on est passager. C'est un enjeu crucial. Est-ce que vous pouvez déjà, ça fait une trentaine d'années que vous êtes dans le contrôle aérien, comment a évolué le métier en 30 ans? Alors le métier évolue le long d'un axe cognitif, c'est-à-dire la limitation pour un contrôleur du trafic aérien pour faire son métier, c'est le côté psychocognitif. À un moment donné, il y a une charge de travail, une sollicitation du cerveau qui devient trop gros. Donc comment on fait face à ça? On met en place des stratégies pour assister le contrôleur au début à identifier les conflits, c'est-à-dire quand deux avions se rapprochent, il faut faire quelque chose, tout ça. Et à l'époque, on avait des fiches papier. Peut-être ça vous avez vu déjà à la télévision, où le contrôleur aussi d'une manière cognitive bouge selon soit la verticalité, soit le côté temporel, des fiches qui correspondent à un avion. Ça, c'était les débuts. Quand moi j'ai travaillé, on a cherché, quand j'ai commencé, et à l'époque, on cherchait des gens qui avaient un certain talent. Et donc, on avait besoin de 800 candidats pour en sortir un à la fin. Aujourd'hui, on a pu, heureusement, avec l'apport un peu d'automatisation, réduire cette première charge cognitive, c'est-à-dire identifier les conflits. Et avec ça, on a utilisé des premiers pas d'automatisation, comme je l'ai dit avant, c'est-à-dire on nourrit des systèmes qui nous rapportent des solutions. Maintenant, on est toujours encore à une autre échelle de complexité, c'est-à-dire de pouvoir résoudre le conflit avec une machine, à l'aide d'une machine. Et là, on n'est pas encore. Mais à chaque fois qu'on a fait ces pas-là, on a pu réduire la charge cognitive de l'être humain et on a pu augmenter le nombre d'avions. Donc, moi, j'ai commencé il y a 30 ans en arrière, on avait peut-être une quinzaine d'avions sur une fréquence de contrôle, dans un secteur de contrôle. Aujourd'hui, on peut aller à 25, 30 avions en même temps. Okay? Donc ça, c'est les progrès qu'on fait et on ose espérer qu'une fois qu'on aura aussi des assistants à la résolution des conflits, qu'à ce moment-là, on pourra éventuellement augmenter de nouveau de 30%. Peut-être quelques chiffres. 17 000 contrôleurs en Europe, il en manque actuellement 700 à 800, 30% des personnes qui travaillent actuellement vont prendre leur retraite dans les 10 prochaines années, donc il y a un enjeu assez important. Croissance du trafic aérien, c'est à peu près 3% par année au niveau global, et la densification dépend beaucoup des impacts, par exemple, fermeture d'espace d'Ukraine, maintenant fermeture d'espace de l'Iran, tout ça, ça fait que les flux, ils bougent. Par contre, on s'attend à 1 milliard de personnes qui vont joindre la classe moyenne et qui vont prendre l'avion au niveau global, donc une croissance assez régulière ces prochaines 10 ans. On voit derrière vous donc une slide que vous nous aviez transmise qui montre bien cette évolution des infrastructures de contrôle aérien, à quelle vitesse elles se sont digitalisées. Concrètement, pour bien comprendre, donc avant c'est l'être humain qui avait une personne, un contrôleur aérien avait 15 vols en même temps dans le même espace à gérer. Grâce à cette assistance, cette intelligence, cette IA, vous avez dit 42 plus à peu près, et vous anticipez à combien de temps, un peu avant qu'il y ait un problème, qu'il peut y avoir un risque si on ne change pas le degré, la trajectoire? Je me permets peut-être de démystifier un peu. Il y a très peu d'IA dans le contrôle du trafic aérien. Il y a beaucoup d'automatisation. Oui. Et ça, vous voyez dans ce qu'on avait vu avant. Donc, il y a beaucoup d'applications dans le maintien de l'infrastructure où on a des nouvelles technologies, c'est-à-dire où on a du machine learning et de l'intelligence artificielle. Par contre, dans tout ce qui est le contrôle, le métier cœur du contrôleur, on n'est qu'au début. On a un programme de recherche européen qui s'appelle César, qui commence maintenant à faire des recherches. Et là, on se rend compte que c'est pas aussi évident. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, vu que c'est un artisan, encore un travail artisanal, qu'il y a beaucoup de choses de faire confiance à tout d'un coup une machine qui a appris de l'humain et qui propose des solutions. Tout d'un coup, on voit que c'est pas aussi évident que ça. Et on a aussi de nouveaux enjeux. On arrive maintenant avec la technologie, ça c'était le troisième pilier, on arrive à regrouper
regrouper, donc si je me permets, si on a le temps, vite, on a des petites tours régionales qui ont peut-être 1 ou 2 mouvements commerciaux tous les jours. Et pour ça, pour l'instant, vous avez un contrôleur du trafic aérien qui est sur le terrain dans une tour de contrôle. Avec la technologie nouvelle, vous pouvez amener plusieurs aéroports dans une centrale de contrôle, dans un control room. Et là, vous pouvez après, tout d'un coup, vous avez l'idée au niveau économique, c'est intéressant, de pouvoir dire, ben, le contrôleur peut faire 2, 3, 4 aéroports en même temps. Et là, on se rend compte que tout d'un coup, vous êtes tout de suite dans les limites psychocognitives. C'est comme si vous essayez de faire 2 téléphones, 2 conversations téléphoniques en même temps. Donc, l'être humain et le côté psychocognitif arrivent un peu à ses limites. C'est très concret, donc ça répond, on l'a compris, à cette croissance aussi du trafic aérien qu'a évoqué aussi Ludovic Berliot, et puis à ce besoin de, forcément mécaniquement, de recruter des contrôleurs. Alors on l'a vu, vous l'avez dit aussi un peu Thomas Bessières, il n'y a pas que la formation, il y a l'optimisation des vols. Xavier Dejabrin, est-ce que c'est aussi, j'imagine, des sujets sur lesquels planche Thales, forcément, vous avez parlé des simulateurs, mais il y a aussi optimiser la mission finalement? Oui, en effet. Pour vous donner quelques exemples d'applications en développement des neurosciences, il y a la planification des missions sur quelques jours ou quelques semaines pour limiter au maximum la fatigue d'un équipage, ou même à l'intérieur d'un vol de planifier les tâches avec les neurosciences, de voir quelles sont les tâches qui vont fatiguer le plus pour peut-être proposer d'autres tâches en alternative. On a fait des tests sur des avions de patrouille maritime Atlantique 2 où vous avez 8 personnes à l'arrière qui peuvent se relayer pour le long d'un vol qui peut durer 6 heures, optimiser leur efficience. Donc ça, c'est un premier exemple de neurosciences. Un deuxième exemple revient aussi à enregistrer les réactions d'un pilote sur un exercice à froid. On enregistre cette référence et avant le vol, on va lui faire refaire le même exercice pour vérifier finalement s'il est apte, s'il est aussi performant que dans la référence qu'on a enregistrée. Une autre application, on est plus là sur l'intelligence artificielle, va viser à réduire la fatigue d'un opérateur. Par exemple, un contrôleur embarqué dans un avion de veille et de contrôle aérien, un AWACS, va avoir des écouteurs et dedans, pendant des heures, des messages assez flous parce que l'ambiance peut être troublée, y compris s'il y a de la guerre électronique. Ce que peut faire l'intelligence artificielle, c'est écouter, comprendre le message, filtrer tous les bruits et réintroduire dans les oreilles de l'opérateur un message en clair parce qu'il a été interprété. Et là, vous diminuez énormément la fatigue de l'opérateur au long des heures de vol. Et un dernier exemple, qui est aussi un développement en cours, va allier l'intelligence artificielle et les neurosciences, c'est vous imaginez un pilote qui cherche par très mauvaise visibilité à atterrir dans un aérodrome non équipé. Alors, dans un premier temps, on est plus dans l'aviation générale que dans un aérodrome qui aura de quoi le guider, mais il va chercher à regarder, découvrir l'image de la piste, et l'intelligence artificielle peut analyser l'image à sa place et va assez certainement découvrir le contour de la piste avant lui. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant vient comment est-ce qu'on va lui faire passer cette idée avec un bon degré d'acceptation de la part du pilote. Et là, les neurosciences s'entrent en compte parce qu'on peut lui suggérer, eh bien, tourne à droite de tant de degrés pour t'aligner. On peut aussi lui mettre en surimpression sur sa visière le contour, en réalité augmentée, de ce qu'est la piste, ou allier les deux. Et là, nos recherches sont là pour optimiser cette solution. Oui, c'est très concret et j'ai envie de vous poser un peu la même question que sur la formation, de la quantification de ces bénéfices. Vous l'avez dit, Thomas Bessières aussi, vous parliez de, ben voilà, c'est moins de carburant consommé, des choses. Est-ce que, par exemple, vous avez pu faire des comparaisons très concrètes sur des vols en termes d'économie C'est à moi que vous posez la question. À Thomas Bessières ou à vous, si vous avez, je peux peut-être volontaire. Alors là, je fais le lien avec une autre solution de Thales, qui est l'optimisation des trajectoires aériennes, puisqu'on est capable de faire des descentes plus douces, des montées en altitude plus douces, et on est aussi capable, avec des solutions en développement, d'anticiper les encombrements qui auront lieu dans une demi-heure. Et avant ça, donc, de faire ralentir les avions ou les dévier, histoire de réduire les retards, et avec ça on optimise l'efficience et on peut d'ailleurs limiter les consommations de CO2 de 10 à 15% en fonction de la durée des vols. Donc ça, c'est des progrès très concrets et à assez court terme.
Thomas, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en effet, il existe pas mal de solutions sur le marché aujourd'hui qui permettent d'analyser les vols et d'identifier où sont les axes de progrès ou en tout cas les axes de réduction de carburant sur certaines routes ou certaines phases de vol. Aujourd'hui, ce que trouvent ces logiciels-là sont des limites de décision des pilotes. Donc il y a pas mal de décisions encore qui peuvent être prises par les pilotes qui ne sont pas prises malgré les communications ou les mails qui sont envoyés après un vol. Là, tu pourrais progresser sur ça, etc. Et c'est là où la formation d'un instructeur à un pilote peut vraiment avoir un impact parce que c'est une transmission. Voilà, on a identifié que dans le dernier vol ou dans les 5 derniers vols, tu pourrais rentrer les volets un peu plus tôt ou sortir les volets un peu plus tôt, etc. Par cette transmission et cette formation adaptative et quasi individualisée qu'on a des marges de progrès qui sont encore importantes, de l'ordre de 5% juste sur ces sujets-là, quoi. Et Ludovic Berliou, vous l'aviez évoqué, vous avez quelques datas sur aussi la baisse de la sinistralité. Oui, alors effectivement, je crois qu'il y avait un graphique qu'on avait prévu pour vous montrer ça. On n'a pas forcément, mais vous êtes là, alors vous allez nous le dire. Voilà, c'est vrai que les derniers événements, malheureusement, nous le rappellent. Il y avait une étude qui avait été publiée dans les années 90 sous la forme de l'acceptabilité sociale du transport aérien par rapport aux conséquences néfastes qui étaient perçues. Alors tout ça, c'est poliment pour dire que la conclusion était que si on était à un crash par trimestre sur les télévisions mondiales, on allait arriver à un moment donné où l'industrie ne serait plus capable de répondre à la demande de sécurité des passagers. Et on peut constater sur les 20 ou les 30 dernières années tous les travaux de l'industrie qui ont été accomplis, d'abord sur des technologies que je qualifierais un petit peu de base, mais c'est des systèmes de détection des montagnes, par exemple. Après, vous avez eu des systèmes performants de détection entre avions qui communiquent entre eux pour résoudre désormais dans les dernières générations de ces systèmes, résoudre par eux-mêmes les conflits en prenant le pas non seulement sur le contrôle aérien, voire sur les pilotes. Donc tout ça a conduit, voilà, je dirais, l'industrie et l'écosystème de manière générale à arriver à un taux d'acceptabilité qui fait que chacun d'entre nous, je pense, prenons l'avion sans demander à la passerelle, à l'hôtesse ou au steward qui nous accueille si l'avion est bien assuré. Néanmoins, le prochain challenge, ça nous démontre que on parle de technologie, on parle d'innovation, neurosciences, intelligence artificielle. On a vu qu'il y avait surtout l'humain et si je peux creuser encore un petit peu plus, ce qui est la base de la confiance de tout système, c'est précisément voilà, cette confiance qui perdure. Et tout le débat qu'on a, nous, dans nos modèles d'assurance, puisque notre mission, c'est de mettre à disposition du capital pour protéger un assuré dans ses opérations, notamment, c'est de savoir si la confiance d'hier va être celle de demain. Et c'est précisément là où cette rupture un peu technologique qu'on voit arriver sur, je dirais, un pilote mieux entraîné et surtout mieux perçu par sa machine, c'est de voir comment nous, en tant qu'accompagnateurs de cette industrie, on va pouvoir permettre de éventuellement reparamétrer nos modèles par rapport à ce qu'on voit arriver sous nos yeux, avec finalement un système un petit peu idéalisé qui est que jusqu'à présent, c'est l'homme qui s'est adapté à sa machine, alors que désormais, toute l'ambition, c'est d'avoir des machines qui s'adaptent à l'humain, et non pas à l'humain de manière générique, mais précisément à l'humain à l'instant T qui opère cette machine-là dans ces circonstances-là. Voilà, c'est vraiment ce sujet-là. Et puis, par rapport à l'image qu'on peut avoir, nous, la communauté des assureurs et du marché, je pense qu'on peut se l'admettre tous ensemble aujourd'hui. Et une précédente table ronde nous l'a démontré, on peut être perçu comme étant toujours à réagir un petit peu à chaud et à vouloir fuir nos responsabilités. Eh bien non, là, précisément au contraire, on est en anticipation avec l'industrie pour pouvoir ensemble fournir des solutions de transport et d'assurance toujours plus résilientes.
Alors on parle de toutes ces évolutions, ces innovations, ça va dans le bon sens. Est-ce que malgré tout, toute bonne chose et un peu de risque, est-ce qu'il ne faut pas une méfiance particulière, une vigilance particulière quand on ajoute de la tech tout le temps? Je pense notamment à des menaces de hijacking, de hacking, pardon, de malveillance cyber. Par exemple, au niveau du contrôle aérien, Marc Baumgartner, est-ce que cette assistance peut se retourner contre le contrôleur? C'est peut-être pas du tout le cas, mais c'est une question que je me pose. Nous, j'essaie toujours de comparer au niveau du progrès du contrôle du trafic aérien par rapport à l'aviation, par rapport aux avionneurs. Nous, on est, pour ceux qui connaissent encore, au stade Minitel. Mais on nous promet, c'est pour cette raison que je me suis permis de démystifier un peu le côté AI, on nous promet qu'on peut télécharger les applications du App Store sur le Minitel. Ça ne fonctionne pas. Donc on doit d'abord créer le smartphone pour rester dans les téléphones, le 1G au niveau du contrôle du trafic aérien, ce qui donne un peu plus de temps. Okay. Après, ce qu'on voit, c'est quand même quand on introduit ces nouvelles technologies, on a partout à peu près les mêmes choses. On a ce qu'on appelle en anglais des emergent properties, c'est-à-dire tout d'un coup des surprises que personne ne pouvait prévoir. Tout d'un coup, vous avez des choses qui sont connectées parce que vous avez créé une infrastructure, une digitalisation de l'infrastructure qui va au-delà de vos petits secteurs de contrôle, qui est plus loin. Vous avez vu l'impact, par exemple, sur l'énergie récemment en Espagne et au Portugal, parce que tout ça c'est connecté. Nous, on arrive gentiment à ces choses-là. Donc oui, c'est des choses qui vont devoir être prises en compte, mais on voit aussi que par exemple les avionneurs, ils arrivent aussi à sécuriser ça d'une manière assez impressionnante. Mais vous avez aussi tout d'un coup des upgrades de soft qui font que tout d'un coup des turbines s'arrêtent au-dessus du niveau 280, au-dessus de 28 000 pieds, alors que la version 1 du software fonctionnait très bien au-dessus de ces altitudes. Donc c'est ça, ces surprises qu'on découvre gentiment avec cette actuation, ce développement des nouvelles technologies dans notre domaine. Est-ce qu'on va assez vite ? Parce que là, on voit, c'est passionnant, hein, ça bouillonne, etc., ça bouge beaucoup, mais le trafic aérien, il est voué à augmenter lui aussi très rapidement. C'est une question un peu à la volée, je ne sais pas qui veut s'en emparer. Est-ce qu'on va assez vite pour accompagner cette croissance assez forte du trafic aérien? Thomas ? Je pense que, très intéressant, et je peux que rejoindre ce qui vient d'être évoqué, c'est que je prends l'exemple par exemple d'INFAC, quand on a commencé à essayer de transférer les travaux du laboratoire de neurosciences et facteurs humains de Super-Héros, financé par la chaire AXA, on est arrivé avec des technologies qui permettent de mesurer l'activité oculaire en effet du pilote, les actions des pilotes, amener beaucoup de technologies pour caractériser la performance des pilotes. Mais en fait, on est arrivé dans un écosystème qui était, donc dans les compagnies aériennes, qui était à peine digitalisé, beaucoup de papier, beaucoup de problèmes très concrets de comment j'arrive déjà à être conforme avec le minimum qui est demandé par les réglementations. C'était ça la réalité en fait dans laquelle on est arrivé. Donc si vous voulez, est-ce qu'on va trop vite du point de vue technologique? Les technos sont prêtes et avancent de plus en plus vite. Néanmoins, du point de vue opérationnel, que ce soit les compagnies aériennes, les opérateurs, les avionneurs, ont besoin d'encore digitaliser pas mal de choses et poser des bonnes fondations qui permettent d'accueillir ensuite, je pense, de manière de plus en plus rapide, des briques technologiques comme ce que peut proposer Thales ou Mind ou Infact, qui là viendront vraiment amener des ruptures technologiques, mais ce qu'on constate, c'est que sur certains, en Europe ou même dans d'autres continents, on a encore pas mal de choses qui sont pas digitalisées, donc les fondations ne sont pas encore toujours présentes pour amener ces accélérateurs technologiques, l'IA générative, etc. Les gens, beaucoup de compagnies aériennes n'en sont pas du tout là encore, en tout cas dans nos sujets qui sont la safety et le training. Clarisse, vous vouliez donner votre avis également sur le sujet? Alors sur le transport aérien, c'est moins mon domaine, parce que moi je travaille dans l'ensemble des secteurs d'activité. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de démocratisation, parce qu'en fait cette connaissance de comment fonctionne notre cerveau, on peut dire aujourd'hui que le cerveau n'est plus tout à fait une boîte noire quand même, même s'il y a plein de zones d'ombre encore. Il y a plus de 500 000 publications en neurosciences depuis l'an 2000, donc c'est faramineux en fait, grâce au progrès de la data, de l'imagerie cérébrale, etc.
Et aujourd'hui, moi j'ai encore des gens qui forment en entreprise avec des vieux modèles des années 50, c'est-à-dire oui, avec des outils que je n'ose pas nommer, mais qui sont des outils très empiriques, très anciens. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a encore un petit décalage avec ce qu'on pourrait faire. Voilà. Et peut-être un facteur d'accélération pour compléter, c'est le degré de confiance qu'on peut donner dans l'IA, qui a peut-être été malmené parce qu'on a vu halluciner des IA, et il y a un vrai enjeu là d'avoir des IA qui soient compréhensibles et transparentes. Donc c'est pour ça que Thales en particulier s'attache à rendre l'IA compréhensible et certifiable dans la mesure du possible, pour que les applications critiques que sont le contrôle de trafic aérien, que sont le pilotage des avions, ne souffrent pas des dangers qu'on voit des IA que vous pouvez utiliser sur Internet pour d'autres usages. C'est très clair, donc on l'a compris, la techno elle est là, elle va dans le bon sens, mais il peut y avoir peut-être les bonnes vieilles habitudes aussi qui sont là, une certaine frilosité, peut-être une méfiance. Ludovic Berlioz, si on cherche les arguments qui peuvent convaincre pour franchir le cap, est-ce que le fait de se doter de ce type de solution pour améliorer la fiabilité des vols, la sécurité des vols, etc., ça peut permettre d'avoir une assurance un peu moins chère? Pardon. Ça m'intéresse. L'assurance sera toujours trop chère par définition. Tout dépend de savoir où on se place. Non, mais ce que vous dites, je crois qu'on arrive à un point en ce qui concerne le transport aérien, à un point fondamental où toutes ces avancées sont nécessaires. Parce que le modèle, au-delà des efforts de l'industrie sur la décarbonation et sur la démocratisation encore plus du transport, fait qu'avec les taux de croissance que l'on connaît, 5 milliards, 6 milliards, 2050, pourquoi pas 8 milliards, il est nécessaire de franchir de nouvelles étapes pour garder de manière relative cette sinistralité qui est quasiment asymptotique à l'infini. Voilà, parce que si on ne change pas, elle va revenir parce qu'on cumule les heures de vol année après année et du coup les modèles tournent. Donc elle est vraiment nécessaire et c'est un petit peu tout le challenge qu'a l'industrie, et c'est pour ça que notamment sous l'égide de l'OACI, qui est le bras armé de l'ONU pour le transport aérien, il y a vraiment cette initiative qui s'appelle Safety 2 ou dernière génération de safety qui se veut être vraiment un changement de paradigme. Il faut bien comprendre que le transport aérien commercial, par jet, qui est né dans les années, on va dire 50, a été un cumul de connaissances basées sur les événements passés, avec les mesures post-sinistres de correction. Et maintenant, il y a la volonté d'arriver dans ce fameux monde de la prédictibilité, qui permet, en agglomérant au sens grâce à tous les capteurs qu'il y a de plus en plus dans les avions et sur les moteurs des avions, qui sont une partie sensible, de pouvoir bâtir des modèles où avec l'IA, au sens puissance de calcul, permettra de discerner non plus que on doit par exemple faire la check de tel moteur d'avion tous les tant de milliers d'heures de vol, mais qu'on peut éventuellement élargir cette enveloppe à partir du moment où on a une capacité d'interprétation d'un certain nombre de signaux faibles qui sont remontés et qui font que, par exemple, en fait, non, il ne faut surtout pas attendre dans 6 mois, et au-delà de l'aspect économique, intervenir maintenant permettra de se prémunir d'un problème plus important dans l'avenir. Et ça, pour revenir à votre point, vous voyez, c'est un petit peu un changement de philosophie aussi que toute la chaîne doit, je dirais, s'approprier. Et nous, modestement, en tant qu'accompagnateurs, en tant qu'assureurs, ça nous pose le débat que j'évoquais tout à l'heure, qui est de la résilience de nos modèles sur des technologies ou des opérations qu'on connaît en gros depuis 50 ans. Et quelles vont être les modalités d'opération, quels vont être les nouveaux modèles de nos assurés d'opération sur lesquels on va baser notre propre modèle, desquels découlent les taux de prime, mais également l'allocation du capital.
et donc d'avoir des conditions contractuelles, je dirais, gagnantes-gagnantes, puisque nous devons de garder la solvabilité à long terme pour nos assurés qui font face néanmoins à une demande immédiate le cas échéant. Voilà, donc c'est vraiment l'agrégation de cette volonté de comprendre qu'est-ce que va être le changement de paradigme du transport aérien qui est nécessaire, hein, je le redis ici, les hausses de trafic que l'on nous prédit seront réalisées, d'autant plus qu'on va faire face à je qualifierais un peu d'un mur technologique qui nous arrive à horizon 2035-2050, au-delà de la motorisation décarbonée, qui sont, d'ailleurs Guillaume Faury l'a évoqué la semaine dernière au Salon du Bourget, en redécalant un peu de quelques années son projet de nouvel Airbus, c'est sur quelle plateforme et quel design de plateforme allons-nous voler d'ici une vingtaine d'années. Ça nous fera encore pas mal de sujets pour les prochaines éditions. Un grand merci à tous les 5 pour cet éclairage très concret. Je crois qu'on peut les applaudir. Et je vais laisser la parole à ma consoeur Cécile Desjardins, puisque dans 2 minutes, 1 minute 30, il va y avoir le prix de l'étudiant. Merci à tous.